Donc je m'appelle Anaïs Tonder. J'ai une pratique de l'image qui est ancrée dans un engagement face aux enjeux, aux grands enjeux de la crise écologique. Pour cela, je travaille la photographie, la vidéo, et le but de ma démarche est non pas de réaliser, de documenter un constat du monde qui se délite sous nos pieds, mais plutôt d'aller composer des forces propositionnelles, des expériences qui passent par une certaine matérialité de l'image, une expérience sensible qui nous invite à un pouvoir d'agir. Donc transformer une forme de désespoir en pouvoir d'action pour essayer d'inventer et d'incarner d'autres façons d'être au monde. Mon travail de la photo se développe selon deux axes. Le premier axe, l'idée du mouvement, où en fait la plupart de mes photographies, je vais les réaliser en me déplaçant dans un lieu, vraiment dans une rencontre avec un lieu et avec les éléments, les dynamiques de ce lieu. Donc par exemple, j'ai débuté toute une série de marches le long des grandes failles tectoniques, marches dont je vais garder une trace photographique. Et là, l'idée est de tenter de percevoir ce temps géologique qui dépasse tout à fait l'entendement humain. Mais là, dans le paysage, il y a quelque chose dans la durée qui devient palpable, qui devient sensible. J'ai pu collaborer aussi avec un navigateur pour la réalisation d'une installation vidéo qui s'appelle Le Cri de Léophone. Et là, ce navigateur a traversé l'océan Atlantique aussi dans ce principe de tenter de percevoir les échelles de temps océaniques et ces grandes boucles océaniques qui durent 1500 ans et qui participent à réguler une certaine température ou le climat, en fait, qui participe à réguler le climat. Ou avec, par exemple, le projet Noir de Carbone, où j'ai suivi un ensemble de particules fines et particules de noir de carbone. Et là, l'idée était de rentrer en immersion au sein de ces entremêlements entre nos vies et les grands cycles de la Terre. Ici, les grands cycles, ou le cycle de l'atmosphère. Pour ça, j'ai travaillé avec un groupe de physiciens du centre de recherche de la Commission européenne qui analyse les flux de polluants dans l'atmosphère. Et ils observent à quel point ces particules fines, ces particules de noir de carbone se dispersent à l'échelle du globe. Donc elles ne connaissent absolument aucune frontière géographique. On en retrouve en Arctique, ce qui participe à la hausse du niveau des mers et indirectement au réchauffement climatique. Mais ces particules ne connaissent aussi aucune frontière entre l'intérieur et l'extérieur de nos corps. Et donc la présence à l'intérieur de nos corps de ces particules va déclencher un nombre grandissant de décès à travers le monde. Donc l'idée là est en fait d'observer comment finalement par la respiration, par la rencontre avec finalement ce milieu qui est l'atmosphère, qui est l'air dans lequel nous baignons, d'observer comment finalement il est absolument impossible de s'extraire du monde, de s'extraire de notre environnement. Nous sommes totalement poreux à ce monde et nous faisons partie de ce vivant. Donc première réponse, mon travail photographique naît d'expéditions, d'enquêtes et de rencontres avec un lieu. Le deuxième axe est plus tourné sur la matérialité de l'image, qui est vraiment au cœur de ma pratique, matérialité des tirages, ou par exemple pour le projet Noir de Carbone, donc j'ai suivi cet ensemble de particules fines et chaque jour de l'expédition, donc c'était une expédition de 3 semaines du nord de l'Écosse, sur l'île de Fer, où je suis arrivée, où j'ai envoyé mes coordonnées géographiques aux physiciens avec qui je travaillais. Et ces physiciens ont pu déterminer d'où provenaient les particules qui nous rencontraient. Donc ces particules provenaient du port de Folkestone, dans le sud de l'Angleterre, soit 1350 km plus bas. Et donc le principe a été de retracer en sens inverse le parcours de ces particules, chaque jour en réalisant un portrait du ciel et en filtrant les particules de noir de carbone que je rencontrais. À la fin de l'expédition, j'ai envoyé tous les filtres aux physiciens avec qui je travaillais, qui ont pu extraire des particules, qui ont pu extraire des fibres
des filtres les particules de noir de carbone, et ces particules, nous les avons transformées en encre que nous utilisons pour imprimer, pour tirer chaque portrait du ciel. Donc chaque portrait du ciel est imprimé à partir du médium, à partir du milieu et de la matière particulière prélevée dans l'air, là où l'image a été réalisée. Donc ça c'est vraiment crucial pour moi aussi de trouver et de proposer des expériences sensibles, des expériences aussi qui passent par une certaine tangibilité du sujet que je vais tenter de révéler, de photographier. Même chose avec le projet Tchernobyl Herbarium, qui est une série de rayogrammes de plantes qui ont poussé dans les sols radioactifs de Tchernobyl. Et donc cet herbier photographique grandit d'une planche par année passée depuis l'explosion. Et là, ces photographies, ces rayogrammes, je les réalise par la rencontre entre la feuille photosensible et cette plante qu'un des biogénéticiens avec qui je travaille dans la zone d'exclusion m'envoie chaque année. Et donc je viens déposer le corps de la plante sur la plaque photosensible et je l'expose à la lumière, et ce qui peut être contenu à l'intérieur de la plante et la lumière vont faire en sorte que la silhouette de la plante laisse son empreinte sur la feuille photosensible. Donc c'est voilà, cette attention aussi à la matière qui devient surface, qui devient empreinte, qui devient trace. Oui, alors j'ai pas précisément d'anecdotes, mais plus peut-être de parler à nouveau de l'importance des rencontres. Alors l'importance des rencontres avec des lieux, mais aussi avec des personnes. Et je pense notamment à une série en fait de rencontres qui a amené à un geste assez improbable. Cette série de rencontres a débuté au CNES, à l'Observatoire de l'espace où j'étais en résidence. Et là, j'ai rencontré un historien de la spectralité, Philippe Baudouin, qui a proposé, suite au travail que je présentais, en fait, qui était une série de dessins qui explorait l'évolution de notre perception de la Lune, cet historien m'a invité à explorer avec lui les archives de Camille Flammarion, donc ce grand astronome français dont l'observatoire se trouve à Juvisy. Donc depuis sa mort, tout a été quasiment laissé en suspens. C'est assez magique de pouvoir se promener parmi les rayons et les piles d'encyclopédies, de notes, d'ouvrages inédits, et en me déplaçant au cœur de ces couloirs, je suis tombée sur un petit carnet, un tout petit carnet rouge, où Camille Flammarion, à l'âge de 14 ans, a commencé à écrire ses rêves. Donc de manière assez méthodique et assez scientifique, avec la description du rêve, et puis après il y a un paragraphe avec le fait explicatif, donc voilà, qui donne des éléments qui pourraient expliquer pourquoi ce rêve à ce moment-là. Et quelques semaines après la découverte de ce petit carnet, j'ai reçu une invitation assez incroyable de la part de la NASA. La NASA en fait m'a fait une proposition assez improbable, qui était que il restait encore un peu d'espace à l'intérieur d'une sonde pour envoyer quelques œuvres d'art dans l'espace. Et tout de suite, j'ai pensé à ce carnet de rêves de Camille Flammarion. Donc j'ai extrait 3 pages de ce carnet de rêves. Ces 3 pages sont actuellement en train de se déplacer dans l'espace pour arriver à l'astéroïde Bennu.